Ravi de vous retrouver, cher bâtisseur cupide. Dans l'épisode précédent, Lloyd a écrasé la tentative du vicomte Racona de voler le marais de Marée en utilisant la loi du royaume sur les terres incultes, la première récolte, et au nom d'un manque de respect absolument légendaire. Après que la terre récupérée a survécu à la pluie, son système de drainage et sa roue à eau lui ont valu un nouvel accomplissement monumental en construction, tandis que le projet de conduite d'eau avançait vers son achèvement. Et lorsqu'un ancien chevalier a tenté de l'assassiner, Ravière a arrêté l'attaque. Sauf que Lloyd a ensuite transformé toute l'affaire en une démonstration de confiance étonnamment sincère, avant de se préparer à partir pour Crémaux. Aujourd'hui, Lloyd se rend à la Cité du Commerce à la recherche de sa prochaine fortune, où un étrange problème côtier pourrait transformer un chantier rentable en quelque chose de bien plus grand que prévu. Continuons. Une charrette escortée par des soldats avançait à travers la forêt pendant que Lloyd Frontra dormait derrière Ravière Asrahan, utilisant le chevalier à la fois comme garde du corps et comme oreiller. Le chevalier était clairement agacé que ce type dorme sur son dos comme un bébé. Dans sa tête, il était en train de le maudire. Après avoir atteint sa limite, Ravière lui donna soudain un coup au visage et le réveilla en sursaut. Mais lorsque Lloyd l'accusa de l'avoir frappé, le chevalier nia tout avec un calme olympien. Malgré ça, notre ingénieur cupide en était presque sûr. Il avait vraiment eu l'impression que Ravière l'avait frappé exprès. Alors le chevalier lui demanda aussitôt s'il l'avait réellement vu le faire. Mais c'était impossible, puisqu'il n'avait rien fait. Lloyd insista en disant que Ravière avait sûrement pensé qu'un noble incapable de monter à cheval n'avait pas le droit de piquer un somme sur le dos de quelqu'un d'autre, puis qu'il l'avait frappé par agacement. Le chevalier aux cheveux blancs salua sèchement la nouvelle capacité de son maître à lire dans les pensées. Quand notre héros prit ça pour un aveu, le chevalier nia immédiatement qu'il puisse même rêver de le frapper. Lloyd finit par le traiter de mesquin, leva le poing, et ordonna à tout le groupe de s'arrêter comme s'il dirigeait une opération des forces spéciales. Une fois tout le monde à l'arrêt, Lloyd descendit du cheval. Puis il regarda Ravière, visiblement agacé, et ordonna à l'homme de lui apprendre à monter à cheval. Bien sûr, Ravière refusa, en expliquant qu'il était chevalier, pas moniteur d'équitation. Pour arranger la situation, le système traduisit gentiment cela comme de l'admiration pour la détermination de Lloyd à apprendre quelque chose qu'il ne savait pas faire. Lloyd répliqua sèchement que c'était un ordre. Naturellement, le système traduisit sa demande en une promesse sincère d'étudier et de travailler dur afin d'éviter toute dispute entre eux. Comme un enfant qui supplie ses parents d'arrêter de se disputer. Ravière claqua la langue et le traita de mesquin, ce que le système traduisit par « Je comprends. Je ferai de mon mieux ». Quand Lloyd exigea de savoir ce qu'il avait vraiment dit, ce traducteur sans honte ajouta « Merci, Ravière ». Le système se mit ensuite à louer la gentillesse de Lloyd et prétendit que son cœur et son âme étaient ceux d'un ange. Notre héros finit par exploser et hurla à ce système absurde de se taire et de disparaître, terrifiant sans le vouloir le conducteur et les soldats derrière lui, qui pensèrent que l'ordre leur était destiné. Ravière haussa un sourcil et demanda pourquoi son maître se comportait soudain ainsi. Avait-il enfin perdu la tête? Le système répéta l'insulte presque mot pour mot, prouvant qu'il avait choisi la violence ce matin-là. C'est alors qu'une véritable notification du système apparut. Les rumeurs voyageaient plus vite que les mots, et la nouvelle selon laquelle Lloyd avait construit le premier réseau hydraulique du continent se répandait rapidement. Sa réputation d'ingénieur avait augmenté. Son nom entrerait désormais dans l'histoire de la construction du royaume et du continent. Lloyd reçut 600 RP bonus, faisant monter son total actuel à 2275. Notre héros fixa la récompense avec ravissement. C'était le gros lot. Avec sa réputation grandissante, il pourrait désormais décrocher des projets de construction encore plus importants. Et naturellement, réputation voulait dire argent, tandis que l'argent voulait dire une retraite bien confortable. Lloyd voyait déjà son avenir doré l'attendre les bras ouverts. Ravière regarda son maître passer de la rage au rire, puis lui demanda de nouveau s'il avait perdu la tête. Le système traduisit cela comme la confirmation que l'ingénieur cupide avait vraiment sombré dans la folie, poussant notre héros à maudire ces messages insupportables. Le voyage jusqu'à Crémaux était loin d'être court.
Tandis que le groupe poursuivait sa route, l'hiver se rapprochait un peu plus chaque jour. Ils n'atteignirent finalement Crémaux qu'en plein milieu de l'hiver. Le comte Crémaux les accueillit chaleureusement, les remercia d'avoir parcouru une si longue distance, et se présenta comme le seigneur du territoire. Lloyd et Ravière s'inclinèrent avec respect. Alors que notre héros commençait à se présenter comme un membre de la famille Frontera, le comte éclata de rire et admit qu'il avait une apparence complètement différente de ce qu'il avait imaginé. Le comte Crémaux avait entendu les rumeurs au sujet d'un bâtisseur talentueux et s'attendait à quelqu'un au trait plus rude. À la place, la personne devant lui avait une apparence incroyablement noble. Cela surprit un peu Lloyd. Il n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de compliments. Mais son enthousiasme mourut instantanément lorsque Crémaux passa juste devant lui pour s'approcher de Ravière. Le comte continua de couvrir l'homme d'éloge, le décrivant comme le plus noble des nobles, et affirmant qu'il le croirait même s'il disait appartenir à la famille royale. Le comte Crémaux demanda à Ravière s'il était fiancé à quelqu'un. Pendant que Lloyd essayait à plusieurs reprises d'attirer son attention, le comte alla même jusqu'à suggérer à Ravière d'envisager d'épouser sa fille. Quand Lloyd l'interrompit encore une fois, le comte Crémaux se tourna vers lui et demanda comment un simple serviteur osait interrompre une conversation entre nobles. Le système éclata aussitôt d'un rire hystérique, répétant les mots « serviteur » et « visage de serviteur », pendant que Lloyd souffrait en silence, entre horreur et humiliation. Plus tard, le comte Crémaux rit encore plus fort après avoir compris qu'il avait commis une grave offense. À présent qu'ils étaient assis dans sa chambre, le comte présenta des excuses sincères et demanda à Lloyd de ne pas s'en offenser. Notre héros se força à dire que tout allait bien, même si son âme avait déjà quitté la pièce. Derrière lui, Ravière parvenait à peine à garder son sérieux et à ne pas mourir de rire. Le système traduisit sa réponse comme un aveu que son visage était fautif, puis rit de nouveau. Lloyd souhaita en silence pouvoir tabasser cette menace flottante jusqu'à lui faire perdre connaissance. Le comte Crémaux réussit encore à aggraver les choses en disant que Lloyd était en partie responsable. Après tout, lorsqu'on essaie avec un visage de serviteur, les malentendus étaient inévitables. Alors notre héros supplia mentalement ces deux abrutis d'arrêter. L'homme assis devant lui était le seigneur de Crémaux, la cité du commerce, et une figure importante du chevalier de sang et de fer. Dans le roman original, Ravière était devenu un criminel recherché après avoir décapité les prêteurs sur gage Shiloh et Meatloaf. Il s'était caché, mais avait fini par être arrêté par le comte Crémaux dans cette ville. Cependant, après avoir parlé avec Ravière seulement un court instant, le comte avait reconnu son caractère et son intégrité. À partir de ce moment-là, Crémaux avait soutenu le chevalier de nombreuses façons. De retour dans le présent, le comte Crémaux expliqua qu'il avait voulu acheter les bijoux de Lloyd pour décorer une statue qu'il prévoyait de placer dans la mer. Naturellement, dès que notre ingénieur Cupide entendit parler de construire une statue, il se mit aussitôt à rêver. Dans ses oreilles, il n'y avait plus que l'argent et l'or. Le comte soupira et expliqua que le commerce déclinait dans tout Crémaux. Quelques années plus tôt, un gigatitan avait commencé à apparaître juste au large de leur port. Le monstre n'avait jamais attaqué personne directement, mais sa simple présence inspirait assez de peur pour faire fuir les navires et les marchands. Lloyd se souvint avoir lu quelque chose de similaire dans le roman. Comme personne ne pouvait vraiment attaquer le gigatitan sous l'eau, même la marine s'était retrouvée impuissante face à lui. Dans le roman, alors que Crémaux continuait de décliner, le comte avait dû affronter une grave crise. Notre protagoniste s'était attendu à ce que Ravière finisse par faire quelque chose à propos de ce problème dans l'histoire originale. À la place, le roman avait balancé une montagne d'indices avant de s'arrêter soudainement, sans même confirmer s'il y aurait une deuxième saison. Un cliffhanger carrément criminel. Quand Sio était arrivé pour la première fois dans ce monde, il pensait tout savoir parce qu'il avait lu le livre. Maintenant, il comprenait que même les parties que l'auteur n'avait jamais vraiment développées continuaient de se dérouler autour de lui. Le comte Crémaux avait étudié d'innombrables méthodes pour chasser le gigatitan. Au cours de ses recherches, il avait découvert une réponse importante, les sirènes. Les sirènes étaient les guerrières les plus puissantes des mers, et le gigatitan les craignait plus que tout. Cela donna une idée à Crémaux. Si la créature avait peur de tout ce qui ressemblait à une sirène, alors peut-être qu'une imitation pourrait fonctionner.
Le comte avait donc prévu de construire une gigantesque statue de sirène dans la mer. Elle montrerait la puissance de la ville et chasserait le monstre de ses côtes. Malheureusement, soupira Théil, il avait déjà abandonné cette idée. Ce qui laissa notre héros un peu perplexe. Crémeau expliqua qu'ils avaient envisagé de surélever le fond marin suffisamment pour soutenir la statue. Mais cela rendrait aussi le chenal trop peu profond pour que les navires puissent passer. Alors Lloyd croisa les bras et réfléchit en silence au problème d'ingénierie. Le comte lui assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour leur accord. Il n'avait plus l'utilité des bijoux, mais puisqu'il avait promis de les acheter, il tiendrait tout de même parole. Mais tout à coup, Lloyd refusa de laisser le comte accepter une perte aussi déséquilibrée. Quand Crémeau demanda si cela signifiait qu'il ne vendrait plus le trésor, notre héros le corrigea aussitôt. Bien sûr qu'il allait le vendre, de préférence à un prix très élevé. Cette réponse laissa le comte le fixer avec confusion. Lloyd sourit et proposa aussi de construire la statue de sirène, sans modifier le niveau de l'eau dans les chenaux maritimes. La solution consistait à combiner des pieux à friction avec des caissons. Dans son esprit, avec ces deux méthodes ensemble, le projet était plus que possible. Plus tard, Lloyd était assis dans une barque avec Ravière et prit une énorme inspiration. En retenant son souffle, il plongea la tête sous l'eau glaciale pour inspecter le fond marin. Heureusement, le fond marin était assez plat et recouvert d'une épaisse couche sédimentaire. Le sol avait exactement le bon degré de souplesse. Lloyd tenta de déterminer si le substrat rocheux se trouvait plus profondément, mais l'eau glaciale interrompit cette réflexion de manière assez brutale. Il jaillit de nouveau à la surface, se tenant le visage et hurlant à cause du froid. Une fois qu'il eut repris son souffle, Lloyd remarqua l'expression satisfaite de Ravière et exigea de savoir pourquoi le chevalier avait l'air aussi heureux. Le chevalier s'excusa et admit calmement que c'était la première fois que voir une autre personne souffrir lui procurait autant de joie. Tremblant de froid, notre héros ne put que le fixer en silence, le visage pâle. Même pour Ravière, cette moquerie allait un peu loin. Alors il lui tendit l'équipement et dit à Ravière de prendre les mesures lui-même à la place. Le chevalier changea aussitôt de sujet en demandant si le contrat de construction allait vraiment fonctionner, mais notre ingénieur cupide n'allait pas laisser passer cette tentative d'évasion. Ravière admit que, peu importe combien de fois son maître le lui expliquait, il n'arrivait toujours pas à imaginer la construction verticale d'une fondation depuis le fond marin. Un tel exploit semblait impossible sans magie. Lloyd réfléchit un instant à ce mot en secouant l'eau de son corps. Puis il admit qu'on pouvait, d'une certaine façon, appeler sa solution de la magie. Plus précisément, c'était la magie du ciment. Mais la vraie question était de savoir comment il pouvait créer du ciment dans ce monde. Puis une idée lui traversa instantanément l'esprit, s'il pouvait produire du ciment de style romain, tout le projet devrait fonctionner. Alors que Lloyd remontait sur la jetée, Ravière lui suggéra poliment de faire attention où il mettait les pieds, à moins qu'il ne veuille tomber dans la mer. Notre héros le fixa et déclara que l'art de la réplique du chevalier avait presque atteint son niveau de maître épéiste. À ce stade, il devrait plutôt être appelé maître de la répartie. C'est alors qu'une voix discrète les appela depuis derrière eux. Ils se retournèrent tous les deux aussitôt. Une fille rougissante se tenait là, une lettre à la main. Elle demanda nerveusement si l'homme devant elle était maître Lloyd Frontra, et dit qu'elle avait quelque chose à lui remettre. Lloyd rougit de surprise, se désigna du doigt, et demanda si elle parlait de lui. Pendant une magnifique seconde, il se demanda si elle s'adressait vraiment à lui. Mais qui était cette fille? La jeune fille se présenta comme Christine, la fille du comte Crémeau. Elle expliqua qu'elle avait vu Lloyd marcher dans la cour du manoir la veille. Puis Christine rassembla tout son courage et appela maître Lloyd. Le cœur de notre héros se mit à battre comme celui d'un lycéen. Pour une fois, la romance semblait s'être rappelé qu'il existait. Le visage entièrement rouge, Christine tendit la lettre couverte de cœur et le supplia de l'accepter. Malheureusement, elle présenta la lettre à Ravière. Les deux hommes s'arrêtèrent net, tandis que la réalité leur mettait sa gifle habituelle. Lloyd s'était en partie attendu à ce résultat. Il durcit son expression et se dit que tout allait bien. C'était simplement ainsi que la vie fonctionnait.
Pendant ce temps, Ravière accepta la lettre d'amour et la glissa tranquillement dans sa veste, comme si cela lui arrivait tous les matins. Christine célébra avec ses servantes, incapable de croire qu'il l'avait vraiment acceptée. Puis elles s'enfuirent rapidement, débordantes d'excitation. Après avoir attendu que l'agitation retombe, Ravière suggéra calmement qu'il continue à marcher. Mais Lloyd ordonna immédiatement à cet enfoiré de s'arrêter sur le champ. Notre héros admit que rien ne l'énervait plus que de voir le chevalier faire comme si rien ne venait de se passer. Ravière se retourna et, comme s'il ne comprenait vraiment pas, demanda ce qu'il voulait dire. Lloyd lui fit remarquer avec colère qu'il venait d'accepter une lettre d'amour et de la ranger comme si ce n'était rien. Le chevalier aux cheveux blancs ne voyait aucun problème là-dedans, ce qui les laissa échanger des regards de plus en plus confus. Puis Ravière écarquilla soudain les yeux et laissa échapper un souffle choqué. Lloyd le fixa avec méfiance, se demandant encore ce que le chevalier préparait. Ravière porta une main à sa bouche avec horreur et demanda si Lloyd n'avait jamais reçu de lettre d'amour auparavant. La question frappa directement son âme. Notre protagoniste serra les dents tandis que la rage se répandait sur son visage. Puis Ravière détourna maladroitement le regard et admit qu'il ne savait pas quoi dire. Enfin, Ravière baissa les yeux avec toute la tristesse du monde et dit à son seigneur de tenir bon. Le système confirma que Ravière lui souhaitait sincèrement le meilleur. Des larmes de pure colère montèrent aux yeux de Lloyd, tandis que des veines gonflaient sur son visage. D'une certaine manière, une compassion sincère faisait plus de dégâts que n'importe quelle insulte. Après tout, cette compassion n'était que de la pitié. Laissez un like pour la survie émotionnelle de Lloyd. Il en a vraiment besoin après cette scène, parce que cette humiliation lui a infligé des dégâts critiques. Il insista furieusement sur le fait qu'il n'était pas jaloux, pas même un tout petit peu. Il allait devenir riche, gagner plus d'argent que n'importe qui, et même construire une Ferrari si c'était ce qu'il fallait pour prouver qu'il était le seigneur, et pas le serviteur étrangement séduisant de Ravière. Et si ça l'aidait aussi avec les filles, eh bien tant mieux. Les dégâts émotionnels étaient temporaires. L'argent, lui, était éternel. C'est à ce moment-là que le comte Crémeau appela Lloyd non loin de là, mais notre héros se retourna et lui hurla dessus. Le comte recula brusquement et demanda ce qui n'allait pas avec son visage. Lloyd s'excusa immédiatement et se força à rire, prétendant qu'il était simplement concentré sur son travail. Crémeau admit que notre protagoniste lui avait fait peur, parce qu'il avait les yeux d'un tueur. Le comte avait rassemblé la plupart des matériaux de construction demandés sans trop de difficultés. Malheureusement, les cendres volcaniques n'étaient pas faciles à obtenir. C'était un sérieux problème. Les cendres volcaniques étaient l'un des ingrédients essentiels du ciment romain. Les avantages du ciment romain étaient évidents. Les structures fabriquées avec ce matériau tenaient encore debout 2000 ans plus tard, parce que sa durabilité était très en avance sur son temps. Le comte Crémeau expliqua qu'obtenir ces cendres n'était pas impossible, mais qu'il devrait se rendre jusqu'à un véritable volcan. Même dans des conditions idéales, le voyage prendrait 6 mois, et c'était beaucoup trop long pour lui. Lloyd s'inclina et lui assura qu'il trouverait une autre solution. Il était temps de passer au plan B, abandonner le ciment romain et produire du ciment Portland à la place. Le ciment Portland avait donné naissance au ciment moderne. Notre héros comprenait à peu près comment il était fabriqué, mais il ne connaissait pas tous les détails nécessaires. Mais s'il n'avait pas assez de cerveau, il utiliserait ses muscles. Notre héros comptait tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. Le temps passa, et l'hiver devint encore plus rude. La neige recouvrait désormais toute la ville de Crémeau. Lloyd était assis devant un nouvel échantillon brisé, et il claqua la langue de frustration. L'échantillon 129 avait échoué. Il sentait qu'il était proche de la réponse, mais il devait encore déterminer le bon dosage. Puis, en griffonnant, il reconsidéra le problème. L'échec venait peut-être du processus de séchage, alors il ajouta 4 nouvelles combinaisons à ses tests. S'il appliquait 12 ratios différents à chaque combinaison, cela faisait 48 expériences de plus. Forcément, l'une d'elles devait réussir. Probablement. Enfin, espérons. Tout près, les créatures fantastiques observaient leurs propriétaires épuisés avec des expressions tristes. Alors Podon s'avança et prononça son propre nom pour attirer l'attention de Lloyd.
Le hamster sauta sur l'épaule de Lloyd et se frotta contre lui, mais notre héros dit qu'il était occupé et demanda à Podon d'aller se promener sans lui. Hippo et Bangul rejoignirent Podon sur sa tête et ses épaules, en prononçant leur nom, tandis que Lloyd insistait sur le fait qu'il était beaucoup trop occupé pour jouer. Les trois créatures continuèrent de secouer notre protagoniste, qui devenait de plus en plus épuisé et agacé. Finalement, Lloyd perdit patience et leur cria qu'il leur avait déjà dit qu'il était occupé. À cet instant, il se souvint soudain de son adorable chien dans sa vie précédente. Le souvenir frappa son esprit privé de sommeil avec une telle violence qu'il resta aussitôt immobile. Il se rappela le jour où son chien était mort. Suo était assis près de son corps, la tête baissée, complètement anéanti par cette perte. Il avait pleuré parce que son chien était le dernier membre de sa famille. Dans son esprit, Suo lui avait demandé pardon, en regrettant de ne pas avoir brossé son pelage une fois de plus, et de ne pas avoir joué davantage avec elle tant qu'il en avait encore l'occasion. De retour dans le présent, Lloyd prit les trois créatures dans ses bras et leur dit qu'il sortait. Elles étaient bien plus importantes que ses recherches. Plus tard, Lloyd et ses créatures marchèrent ensemble le long de la côte, sous le ciel nocturne. Alors qu'ils continuaient d'avancer sur le rivage, notre héros admit doucement qu'il était quelqu'un de vraiment nul. En entendant cette remarque étrange, les créatures se tournèrent vers lui et le regardèrent avec confusion. Lloyd expliqua que, comme tout se passait si bien, il avait commencé à leur donner des ordres comme si elles étaient des machines. Il se traita de plus grand abruti du monde et admit qu'il aurait fini avec d'innombrables regrets. Puis Lloyd s'arrêta soudain et cessa de marcher. Il s'agenouilla devant les créatures et les remercia. Tout ce qu'il avait accompli, c'était grâce à leur aide. Podon, Hippo et Bangul regardèrent leur propriétaire et sourirent. Le système annonça que les créatures fantastiques reconnaissaient les sentiments sincères de Lloyd. Elles considéraient désormais Lloyd comme un membre de leur famille. Le système afficha leur ancien niveau de relation maître-serviteur. Notre héros cligna des yeux devant cette notification inattendue. Le niveau de relation avec ces créatures fantastiques passa à membre de la bande. Cela débloqua une nouvelle amélioration de créatures fantastiques. Lloyd pouvait désormais ajouter de nouvelles compétences à l'une d'entre elles pour 500 RP. Il fixa le message et admit que c'était un bonus inattendu. Podon, Hippo et Bangul se mirent aussitôt à prononcer leur propre nom. Mais Lloyd comprit qu'il voulait que Bangul reçoive les nouvelles compétences. Une fois qu'ils le confirmèrent, il accepta de suivre leur choix. Peu importe la compétence qui apparaîtrait, Lloyd était certain de pouvoir lui trouver une utilité. En plus, c'était ce que voulait sa petite bande. Le système activa l'amélioration de créatures fantastiques et lui demanda de choisir une créature. Sans hésiter, Lloyd sélectionna Bangul, et un cercle de lumière bleue éclatante apparut sous le serpent rose. Bangul se mit à briller intensément et à flotter dans les airs. Notre héros se protégea les yeux et cria de surprise tandis qu'une énergie puissante commençait à jaillir du corps du petit serpent. C'était la puissance d'une nouvelle transformation. Une fois le processus terminé, le système annonça que Bangul avait réussi à monter de niveau. Son niveau d'amélioration avait augmenté d'un cran, et elle reçut plusieurs nouvelles compétences en récompense. Ces compétences étaient mâchage de terre niveau 3, digestion accélérée de terre niveau 3, lanceur de fientes d'acier niveau 3, et explosion volcanique niveau 1. Lloyd ne put que fixer la liste et murmurer que c'était incroyable. Puis son attention se bloqua sur explosion volcanique niveau 1. Bangul sourit fièrement tandis que notre héros déclara que cette nouvelle compétence était géniale. Le lendemain arriva, et l'hiver recouvrit Crémo, la cité du commerce, d'une neige épaisse. Une explosion assourdissante jaillit soudain des montagnes enneigées, projetant de la lave et de la fumée haut dans le ciel. Les habitants de toute la ville s'arrêtèrent et fixèrent l'énorme éruption avec stupeur. La ville gronda sous leurs pieds, et même le comte Crémo se précipita à sa fenêtre pour voir ce qui s'était passé. À la source du tumulte, Lloyd et Ravière se tenaient à côté d'une bangule géante. Pendant que Lloyd se bouchait les oreilles, un épais nuage de cendres volcaniques jaillissait de l'arrière du serpent. Notre héros fixa le résultat et murmura, émerveillé. C'était de la cendre. Bangul venait de produire de véritables cendres volcaniques juste devant lui.
Lloyd éclata de rire et dit avec excitation à Ravière que cette compétence était un véritable cadeau du ciel. Comme le chevalier restait sans voix, notre héros répéta plusieurs fois son nom. Il demanda si Ravière était devenu sourd. Le chevalier répondit seulement « Quoi ?» Lloyd s'excusa d'avoir oublié de lui dire de se boucher les oreilles, ce qui lui valut un autre « Quoi ?» confus. Alors notre héros se pencha plus près et cria que Ravière était moche. Le chevalier répondit aussitôt que Lloyd était encore plus moche. Cela prouvait qu'il entendait parfaitement bien. Mais quand Lloyd le lui demanda, il termina tout de même l'échange en faisant semblant de ne pas comprendre. Bref, grâce à Bangul, ils avaient résolu le problème du ciment presque immédiatement. Notre ingénieur Cupide déclara que la vitesse était la clé de la construction. Il était enfin temps de commencer. La première étape consistait à construire et installer une couche géante qui filtrerait les cendres volcaniques de Bangul. Un début vraiment très digne pour un projet d'ingénierie historique. 5 couches de mailles furent fixées à l'extrémité de la couche afin de retenir et séparer les cendres. Une fois que tout fut prêt, Lloyd se boucha les oreilles et avertit tout le monde que Bangul était sur le point d'exploser. Puis ils activèrent l'explosion volcanique de Bangul. Quand Lloyd demanda une nouvelle explosion, toutes les personnes proches se bouchèrent immédiatement les oreilles. Certaines leçons n'avaient besoin d'être apprises qu'une seule fois. Dans la foule, le comte Crémeau observait attentivement. Lloyd n'était clairement pas un ingénieur ordinaire. Le comte n'avait jamais vu de technique pareille, surtout pas des techniques impliquant des créatures invoquées. Crémeau décida qu'il garderait Lloyd à l'œil pendant tout le projet. Ensuite, il prévoyait de remettre un rapport détaillé à Sa Majesté le Roi. Si les rumeurs sur Lloyd étaient vraies, laisser un tel talent caché dans un territoire reculé serait un immense gâchis. Une fois tous les ingrédients du ciment réunis, il était temps de passer à la deuxième étape. Les ouvriers construisirent un caisson capable de contenir le ciment. Puis ils placèrent le caisson dans la mer, à l'emplacement désigné. Lloyd utilisa le coup unique de Hippo pour retirer toute l'eau piégée à l'intérieur du caisson. Puis vint la troisième étape. Ravière souleva un énorme marteau et l'abattit avec une force terrifiante. Ils couvrirent le fond du caisson avec des pieux à friction. Après avoir enfoncé un autre pieu, Ravière demanda quand le suivant arriverait. Lloyd lui dit d'attendre, parce que les ouvriers faisaient de leur mieux pour l'apporter. Le chevalier remarqua que son maître le fixait, et demanda avec méfiance ce que signifiait cette expression. Lloyd admit qu'il était surpris de voir à quel point Ravière était devenu docile. Le chevalier n'avait même pas lancé sa plainte habituelle sur le fait qu'un chevalier ne devrait pas avoir à faire des travaux de construction. Le chevalier aux cheveux blancs resta un instant dans un silence total. Puis il lâcha le marteau et commença à s'éloigner, comme s'il venait soudain de réaliser qu'il n'avait plus envie de faire ça. Il déclara qu'il était chevalier et qu'il n'avait aucune raison de marteler quoi que ce soit. Notre héros lui rappela aussitôt qu'il était précisément le chevalier chargé de l'escorter. Si Ravière refusait d'enfoncer les pieux, Lloyd ne pourrait pas gagner d'argent. S'il ne pouvait pas gagner d'argent, la famille ne pourrait pas rembourser ses dettes. Si le stress le faisait s'effondrer, le baron Arco serait triste, et si Lloyd finissait cloué au lit, la baronne Marbella pourrait tomber malade elle aussi. Alors notre protagoniste sans honte afficha son expression la plus sincère et demanda à Sir Ravière de protéger sa famille. Un chevalier loyal les aiderait forcément. Pas vrai? Ravière retourna silencieusement dans le caisson et recommença à marteler. Le chantage émotionnel avait parfaitement fait mouche. Après avoir terminé ses séances d'entraînement régulières avec Ravière, Lloyd utilisa le lanceur de fientes d'acier de Bangul pour construire l'armature en acier. Enfin, ils versèrent le ciment tant attendu dans le caisson. Une fois le ciment complètement durci, les ouvriers démontèrent le caisson qui l'entourait. Ainsi, la plateforme maritime artificielle était terminée. Lloyd expliqua que la plateforme se dressait 50 cm au-dessus du niveau de l'eau à marée haute. Une fois la statue de sirène installée, elle donnerait l'impression de flotter sur la mer. Le comte Crémeau admit qu'il avait encore du mal à croire à cette structure. Une telle fondation pouvait-elle vraiment supporter tout le poids de la statue? Mais si Lloyd réussissait, le comte promit qu'il ne serait pas déçu par les frais de construction.
Lloyd lui adressa un sourire aimable, un spectacle rare, il faut bien le dire, puis s'inclina comme un noble parfaitement respectueux. Ce qu'il n'était évidemment pas, comme nous le savons tous. Plus tard dans la nuit, 5 navires avaient encerclé la grande statue de sirène au large de la ville. Elle brillait de gigantesques bijoux hors de prix, dressés là dans toute sa puissance. Lloyd assista aussi à la fête des nobles organisée près de la statue achevée. Mais les vêtements de cérémonie étaient insupportablement inconfortables. Il demanda comment Ravière supportait de porter ce genre de choses tous les jours. Le chevalier fit remarquer que Lloyd agissait comme si c'était sa première fois, alors qu'il se souvenait l'avoir vu porter des vêtements similaires lors d'événements passés. Bien sûr, c'était l'ancien Lloyd Frontra, alors notre héros prétendit maladroitement que cela faisait simplement longtemps. Intérieurement, il maudit le chevalier d'être aussi intelligent. Soudain, le comte Crémeau demanda l'attention de tout le monde et invita les invités à regarder dans sa direction. Il présenta fièrement le jeune homme qui avait rendu la statue de sirène possible et le félicita pour son excellent travail accompli en si peu de temps. Les invités entourèrent aussitôt Ravière, louant son maintien, son visage et son talent, tout en demandant à lui serrer la main. Pendant ce temps, Lloyd se figea si complètement qu'il ressemblait à la deuxième statue de la fête. Notre protagoniste se rappela qu'il était plus intelligent que la plupart des gens et qu'il avait prévu exactement ce malentendu. D'ailleurs, il n'était absolument pas jaloux. Les virements d'argent rapides valaient bien plus que les compliments. En fait, il se promit même d'inventer un jour les banques et les services bancaires mobiles, pour pouvoir voir ce doux solde bancaire directement sur son téléphone. Malgré tout, une chose l'agaçait vraiment. C'était la compassion dans les yeux de Ravière. Lloyd lui ordonna mentalement de dégager, d'arrêter de le fixer, et de garder sa pitié pour lui. Le comte Crémeau rit et mit tout sur le compte du visage de Lloyd. Notre héros se demanda pourquoi cet homme faisait toujours suivre une insulte d'un deuxième coup. Finalement, le comte posa une main sur l'épaule du protagoniste et précisa que c'était lui qui avait construit la plateforme maritime. La foule le fixa avec incrédulité, parce qu'elle avait supposé qu'il n'était qu'un serviteur. Mais très loin sous la célébration, une créature massive glissait silencieusement dans l'eau sombre. Elle remonta rapidement à la surface et jeta un bref regard. Le gigatitan regarda vers la statue géante et reconnut la silhouette d'une sirène. Pour le monstre, les sirènes étaient ses ennemis naturels. Cependant, cette sirène semblait être seule. Alors le gigatitan commença à nager vers elle, décidé à tuer son supposé ennemi. La fête continuait comme si de rien n'était, totalement inconsciente que le gigatitan approchait déjà sous l'eau. Tous les hommes influents s'approchaient de Lloyd, et toutes les filles fixaient l'élégant Ravière. Elles étaient déjà tombées amoureuses. Pourtant, le vrai danger approchait plus vite qu'ils ne l'imaginaient. La fête était maintenant plus animée que jamais à côté de la statue terminée. Ravière était assis seul, un verre à la main, et fixait le lointain. Mais au moment où il s'apprêtait à boire une gorgée de vin, il sentit une vibration étrange. Le chevalier se tourna aussitôt et fixa la mer avec curiosité. Lloyd s'approcha et demanda ce qu'il faisait. Ravière était si immobile qu'on aurait pu le prendre pour une statue. Il était déjà la 3e statue de la fête. Au moins, notre héros l'avait enfin battu dans quelque chose. Mais il dut vite préciser qu'il ne voulait pas dire que Ravière ressemblait à une statue grecque ou quoi que ce soit du genre. Après tout, ça aurait été un compliment. Mais comme le chevalier ne répondait toujours pas, Lloyd demanda s'il était en train de l'ignorer. Enfin, dans le plus pur style Ravière, il le prévint sans même le regarder que quelque chose venait vers eux. Lloyd devint sérieux pendant une seconde. Entendre ça de la bouche de Ravière signifiait que c'était probablement vrai. Il demanda donc ce que c'était. Le chevalier aux cheveux blancs n'arrivait pas à l'identifier, mais quoi que ce soit, cela se déplaçait à une vitesse extraordinaire. Quand notre héros demanda sa taille, le chevalier étudia l'eau plus attentivement. Ravière estima que c'était environ 2 fois plus grand que leur navire, peut-être même légèrement plus grand que Hippo dans sa forme maximale. Lloyd serra les dents d'inquiétude et murmura qu'ils étaient complètement fichus. Malheureusement pour lui, il avait une idée de ce que cela pouvait être.
le gigatitan dont le comte avait parlé plus tôt. Il se fraya immédiatement un chemin parmi les invités et appela le comte Crémeau. L'homme l'accueillit avec un sourire et demanda s'il profitait bien de la fête. Lloyd se pencha plus près et murmura que le gigatitan semblait approcher. Il devait prévenir les passagers et évacuer tout le monde immédiatement. Le comte Crémeau se tourna vers l'un de ses guerriers et appela Sir Genovan. L'homme s'avança et répondit à son seigneur. Le comte demanda si Genovan pouvait détecter quelque chose d'inhabituel au large. Genovan étudia attentivement l'eau en silence. Finalement, le guerrier s'inclina et rapporta qu'il ne sentait rien. Le comte Crémeau regarda vers la mer et réfléchit calmement à sa réponse. Crémeau expliqua que Sir Genovan avait pratiquement atteint le statut de maître épéiste, donc ses sens étaient exceptionnellement aiguisés et fiables. Lloyd se mit à transpirer, car les sens de Ravière étaient encore plus aiguisés. Plus important encore, le chevalier aux cheveux blancs était le personnage principal. Si le personnage principal disait qu'un danger approchait, l'ignorer revenait littéralement à signer pour la catastrophe. Le comte assura à notre héros que le gigatitan ne s'était jamais approché autant depuis plusieurs années. Il n'y avait aucune raison qu'il attaque soudain maintenant. Mais Lloyd plissa les yeux et admit qu'il pouvait justement y avoir une raison cette fois. Les deux hommes se tournèrent lentement vers l'immense statue de sirène dressée dans la mer. Le comte Crémeau fixa sa brillante idée censée repousser les monstres et se mit aussitôt à transpirer. Lloyd croisa le regard sérieux du comte et lui adressa un petit signe de tête. Oui, la statue hors de prix avait probablement invité leur ennemi naturel directement à la fête. Genovan ne comprenait toujours pas pourquoi tout le monde paniquait. Il commença à insister sur le fait que ses sens lui disaient qu'il n'y avait aucun danger. Le comte Crémeau refusa de prendre le risque. Il leva immédiatement la main et ordonna aux marins de lever les ancres et d'éloigner tous les navires de la statue. L'équipage se mit aussitôt en action, criant à tout le monde de se dépêcher. Ravière observa l'évacuation trop lente et fronça les sourcils. Il prenait beaucoup trop de temps. Alors Lloyd ordonna au chevalier de s'occuper lui-même des ancres. Il hocha la tête et sauta immédiatement du pont. Il plongea sous l'eau et commença à nager vers les chaînes géantes qui maintenaient les navires en place. Au même moment, Lloyd appela Podon et dit aux hamsters qu'ils avaient besoin de son aide. Podon croqua une graine rouge en plein vol et se transforma joyeusement en sa forme géante. Il atterrit rapidement près de la statue et s'y accrocha comme si sa vie en dépendait. Pendant ce temps, Ravière dégaina son épée et se prépara à couper d'abord la chaîne de leur navire. Puis il déchaîna sa frappe explosive de mana. Le coup explosif trancha les lourdes chaînes d'ancre d'un seul mouvement. Pendant que Ravière tranchait l'ancre et que Podon rongeait les cordes, les navires commencèrent à bouger. Les navires furent violemment secoués par les puissantes vagues. Les invités terrifiés crièrent et luttèrent pour rester debout. Après avoir coupé une autre ancre, Ravière regarda dans l'eau et comprit quelque chose. La créature qui approchait avait accéléré. Le comte Crémeau cria aux navires de s'éloigner les uns des autres et de se disperser avant que le monstre ne les atteigne. L'instant suivant, le gigatitan jaillit de la mer, sa gueule gigantesque grande ouverte, et poussa un rugissement assourdissant. Les vagues s'écrasèrent contre les navires tandis que la bête fonçait vers la statue de sirène. L'impact projeta Lloyd dans les airs, et notre courageux protagoniste répondit avec un cri extrêmement digne, suppliant sa maman de venir le sauver. Même Podon géant paniquait après avoir vu le monstre. Après tout, on aurait dit que la créature venait pour lui, pas pour la statue. Alors Podon bondit sur le côté et laissa la statue sans défense. Le gigatitan percuta la statue de sirène tout juste construite et la détruisit complètement. Ravière jaillit hors de l'eau et rattrapa son jeune maître avant qu'il ne puisse tomber dans la mer. Mais la statue fut arrachée de sa plateforme et projetée vers la ville, tandis que des nobles basculaient dans l'eau. Les gens hurlaient à l'aide, et un invité désespéré appelait quelqu'un encore et encore, pendant que les débris pleuvaient autour d'eux comme dans une scène de Titanic. Lloyd regarda tous les passagers qui se débattaient dans l'eau et grogna qu'il ne pourrait jamais sauver tout le monde un par un. Puis notre héros comprit soudain ce qu'il pouvait faire. Il appela Hippo, et la petite créature lui répondit aussitôt. Lloyd ordonna à Hippo d'utiliser coup unique.
la créature invoquée sauta et prit une immense inspiration pour se préparer à utiliser sa compétence. Hippo activa coup unique et commença à boire l'eau de mer autour de lui. Un puissant entonnoir se forma autour de la créature, attirant les passagers bloqués vers elle et les éloignant du large. Ce n'était pas l'opération de sauvetage la plus élégante du monde, mais moche et efficace valait largement mieux que gracieux et noyé. Pendant ce temps, le Gigatitan avait déjà atteint la côte de la ville. Il était maintenant sur le point de détruire entièrement chaque maison sur son passage, semant la destruction partout où il passait. Ravière regarda vers la côte et avertit Maître Lloyd que le Gigatitan avançait vers la ville. Il devait l'arrêter avant qu'il ne cause encore plus de dégâts. Mais quand le chevalier se retourna, Lloyd était déjà en train de s'enfuir dans la direction opposée. Ravière cria que le Gigatitan était derrière eux et exigea de savoir où il allait. Notre héros hurla que c'était justement pour ça qu'il devait courir dans la direction opposée. Ravière comptait sérieusement affronter ce monstre. Avait-il complètement perdu la tête? C'était presque comme marcher droit vers la mort, et Lloyd n'avait aucune intention de perdre la vie maintenant. Ravière le fixa dans un choc absolu. Pour une fois, le protagoniste intrépide du roman original n'avait aucune réponse. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Lloyd a enfin atteint Crémo, a survécu à l'humiliation d'être pris pour le serviteur de Ravière, et a accepté un immense projet de plateforme maritime conçu pour soutenir la statue de sirène repousse monstre du comte Crémo. Avec l'aide de ces créatures fantastiques et d'une source de cendres volcaniques profondément indigne, notre ingénieur Cupide a achevé une fondation impossible et attiré l'attention du comte comme du royaume. Mais au lieu d'effrayer le Gigatitan, la statue l'a attiré, laissant la fête en ruine, la ville en danger, et Ravière prêt à se battre pendant que Lloyd courait dans la direction opposée. La prochaine fois, nous verrons peut-être si notre héros trouvera un moyen d'arrêter ce désastre, si Crémo survivra au carnage du monstre, et combien d'argent il faudra pour convaincre Lloyd que foncer vers une mort certaine est un bon investissement. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voulez-vous que nous continuions cette série, et que pensez-vous que Lloyd va faire face au Gigatitan? Merci infiniment d'avoir regardé et de soutenir Plotoria. On se retrouve tous dans le prochain épisode.